Bien bonjour à tous, nouveau numéro de Punch matinal sur Maison Verte, c'est pour une vie beaucoup plus saine. On vous retrouve ce matin avec pas mal d'informations, j'espère déjà que le réveil se passe très bien dans votre lit ou sur votre lieu de travail ou même dans votre ménage tout simplement. Merci de nous recevoir sur Maison Verte comme je vous le disais il y a quelques instants. Ce matin on a des informations précieuses à partager avec vous, ce pour une vie beaucoup plus saine. Tout comme le dit le slogan de notre chaîne, de la vôtre. Également en plateau avec moi ce matin, deux personnes, c'est une dame et un monsieur. La dame, elle est maison, c'est notre dame à toutes et à tous. Flora, bonjour, bienvenue. Merci, bonjour. J'oublie déjà Blandine. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. C'est chez toi, tu sais, tu fais comme tu veux, tu viens quand tu veux, d'accord? Alors, le matin, il se passe bien, le réveil? Tout va bien. Pas trop difficile? Jusque-là, tout va bien. Ok, on s'est lavé les mains, on n'a salué personne en arrivant, on a porté son masque comme il faut. Donc, nous sommes sains de ce côté, soyez en sécurité. En tout cas, on fait tout pour barrer la route au coronavirus, tout simplement. Ce matin, nous allons parler de finances avec un conseiller en éducation financière, Monsieur David Gates. Il est là avec nous. Bonjour monsieur. Bonjour Blandine, comment vas-tu? Je vais super bien. Et vous-même? Ça va très bien. Et les finances Ça de va. votre côté? De mon côté, on se plaît pas. N'est-ce pas? Il y a la crise, mais on gère. Voilà, on parle de crise. Aujourd'hui, avec vous, on va s'entretenir sur ce sujet. Comment faire des économies en période de crise financière? Quand on dit ça, il y a beaucoup qui sont un peu étonnés. Déjà, il y a la crise. Est-ce qu'il y a moyen de faire des économies encore? On en découdra dans quelques instants. Bonne position d'écoute à tout et à chacun. On se retrouve dans quelques instants pour la suite. Alors, de retour pour discuter de ce sujet aujourd'hui, question finance, plus spécifiquement, comment faire des économies en période de crise financière. Mais avant, on parlait de monsieur David en plateau avec nous qui est conseiller en éducation financière. Monsieur David, on a bien envie de savoir, un conseiller en éducation financière, qu'est-ce qu'il fait concrètement? Pour qui est-ce qu'il ses conseils sont destinés? Dites-nous un peu plus. Merci Blandine pour la question, parce que il faut dire que beaucoup de gens ne comprennent pas un peu ce que ça veut dire conseiller en éducation financière. Je voudrais mettre la nuance. Il y a conseiller, il y a en finance et conseiller en éducation financière. Alors, les conseillers en finance, en investissement, souvent, sont des personnes qui regardent un peu le monde des affaires, regardent un peu ce qui marche, et quand vous venez chez eux, ils vous donnent des conseils pour que vous investissez votre argent, de l'argent que vous avez déjà à vous. Peut-être que vous avez récupéré par héritage, que vous avez récupéré par économie, par épargne, ou que vous avez récupéré grâce à un prêt parce que vous pensez que le placement
qu'il vous conseille de faire est judicieux, alors vous faites le prêt et vous faites ce placement chez un conseiller en investissement finance. Okay. Mais le côté éducation financière, le conseiller en éducation financière ne va pas vous faire des propositions en investissement. Notre travail, au fait, l'éducation financière, c'est la manière d'éduquer les gens, comme on le dit de façon très simple, à ce qu'ils soient capables de mieux se comporter par rapport à l'argent. Okay. La relation que nous entretenons individuellement avec l'argent. Aujourd'hui, on entretient des relations avec les hommes, on entretient des relations avec des entreprises, mais dans tout ce système, on oublie que l'un des premiers moyens que nous utilisons pour communiquer ou pour bouger, c'est l'argent. Oui. Et on ne prend pas le temps pour regarder notre relation personnelle avec l'argent. Alors, le conseiller en éducation financière essaye de mettre en place des stratégies, des formations qui permettent à tout un chacun d'avoir une meilleure relation avec l'argent, de se sentir non esclave de l'argent, mais plutôt propriétaire, capable d'utiliser cet argent afin de réaliser ses rêves et de se sentir plus à l'aise dans son environnement. Oui, ne pas se laisser malmener par l'argent, vous faites bien de le dire. Et avec la description que vous venez de donner, dans certaines familles, il y a des parents qui essaient de jouer ce rôle. C'est-à-dire déjà avec les enfants, on leur apprend à gérer un budget, d'accord, on leur donne de l'argent de poche, etc. En tout cas, c'est bien que ça se développe parce qu'on en a tous besoin. Dit comme ça, on en a forcément tous besoin. Voilà, maintenant on sait c'est quoi un conseiller financier, en éducation financière, pardon. Et voilà, le thème aujourd'hui, faire des économies en période de crise financière. Quand dit-on que nous sommes en crise financière, Monsieur David? Je pense que chacun a sa compréhension de ce que nous appelons la crise financière. Ah oui, parce que ça peut dépendre d'une personne à une autre. Exactement. Nous-mêmes, je pense qu'à un moment du mois où, déjà si vous êtes salarié, à un moment du mois vous êtes en crise, si vous avez... Peut-être si vous êtes entrepreneur, après un certain nombre d'investissements, vous vous sentez en crise. S'il y a des urgences qui arrivent, vous vous sentez en crise. Alors le mot crise, comme vous avez dit, ça dépend de tout un chacun. Mais aujourd'hui, spécialement avec le problème qui se passe dans le monde, vous savez, nous sommes en période de Covid. Mon intervention aujourd'hui voudrait focaliser surtout sur cette crise que nous n'avons pas prévue, cette crise sanitaire qui est venue vers nous, qui nous a embrassés malgré qu'on ne voulait pas la tenir. Et qui aujourd'hui est en train de nous donner des restrictions que nous n'avions pas prévues. Alors, je pense que tout un chacun sait, ou sent plutôt, l'effet du Covid. Il y a des salariés, prenons les enseignants, les plus touchés, comme on dit, surtout dans le secteur privé, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de salaire parce que les parents n'ont pas payé. Les enfants sont à la maison. Il n'y a pas cours, alors il n'y a pas salaire. Alors que ces personnes aussi sont des êtres humains, ces enseignants sont des pères de famille, ils doivent s'occuper d'une maison. Des fois, c'est eux seuls ou elles seules qui gèrent les finances de la maison et c'est vraiment une crise. Prenons les hôtels. Aujourd'hui, il y a plusieurs hôtels, je ne vais pas en citer un en particulier, il y a plusieurs hôtels qui ont fermé, carrément fermé. Et quand ils ferment, c'est du personnel qui va en congé technique, le congé technique qui suppose qu'on ne paye même pas 50% du salaire. Alors, nous avons une crise planétaire qui ne dit pas son nom. Certains le ressentent plus que d'autres, mais il faut qu'on sache comment se comporter, comment est-ce qu'on va faire. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas, peut-être vous êtes au courant, ça va finir quand la situation? C'est la question à $1 million. Exactement. Comme on n'en sait rien, il faut vraiment adopter une position de personnes en situation de crise. Parce que quoi qu'on dise, on continue de vivre. On continue de vivre. Et si on veut pouvoir vivre au-delà de ça, en plus, pour pouvoir vivre au-delà de ça, il faut qu'on se décide à faire certaines choses qui nous permettent de traverser cette période sans trop de stress ou avec moins de stress. Et c'est là où il faut regarder vraiment ses finances pour bien planifier. Alors, comment on s'y prend? Première chose, vous allez voir, vous allez penser que c'est banal. En fait, tout ce que je dis ici a l'air banal parce que ça ne vous demande pas d'avoir fait une faculté d'économie, un doctorat en finance avant de faire. Il y a une situation de crise. Regardez autour de vous.
combien est-ce que vous avez en poche, combien est-ce que vous avez en banque. Vérifiez vos soldes. Si vous avez des comptes bancaires, vérifiez combien vous avez, parce que vous devez savoir combien vous avez avec vous. Oui. Des fois, on l'oublie. On a cette estimation de combien j'ai gardé dans la chambre, mais on ne sait pas exactement combien. Si vous avez une boîte, repartez à la boîte, faites le total. Et je faisais une blague il n'y a pas longtemps. Si vous avez quelqu'un qui vous doit, et vous avez oublié la somme qu'elle vous doit, mais faites un coup de fil, taquinez la personne. Si vous pensez que c'est 50 ou 80, vous n'êtes pas sûr, appelez, dites, mais attends, tu me dois 100 000, n'est-ce pas? Et la personne réagit, elle vous donne la somme exacte. Elle dit, non, 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 comment 100 000? Je ne te dois pas 100 000. C'est à peine 40 000, tu m'as prêté, tu me parles de 100 000. Okay. Ça vous permet de vérifier combien vous avez avec vous, combien vous avez dehors, et vous savez exactement votre situation côté finance. Oui, avant de passer à autre chose, est-ce qu'en période de crise financière, c'est recommandé de réclamer ses dettes? Alors, très bonne question. Est-ce qu'en période de crise financière, c'est recommandé de réclamer ses dettes? Je vous dirais, est-ce qu'en période de crise financière, les banques vous font des cadeaux quand vous avez des prêts? Bon. Est-ce qu'elles ne devraient pas? Vous voyez? Alors, le système dans lequel vous vivez ne vous fait pas de cadeaux. Oui. Maintenant, vous avez ce côté humaniste qui vous retient de réclamer. Peut-être c'est la façon de réclamer qu'il faut changer. Peut-être qu'il ne faut pas être trop arrogant, mais il faut réclamer. Et comme un bon homme d'affaires dit, vaut mieux qu'on te rembourse une partie, qu'on te dise de venir chercher la totalité après 2 mois, quand tu as besoin de l'argent. Ouais. Un tien vaut mieux que deux, tu l'auras, comme on le dit si bien. On était en train de parler des attitudes à avoir. Vous disiez qu'il faut faire un bilan, une sorte de bilan avec ses avoirs. Et ensuite... Après le bilan des avoirs, il faut faire aussi le bilan des dépenses qu'on ne peut pas éviter. Regardez vos factures sur 2-3 mois. Combien ça vous coûte l'électricité, combien vous coûte l'eau, combien vous coûte la communication. Faites une estimation, regardez ça et faites une estimation des prochaines factures qui viennent. Parce que si vous n'avez pas fait ça, vous serez surpris. Hein? Il y a cette impression que je sais que tout le monde a des fois. Quand vous recevez la facture, vous regardez, vous dites non, pourquoi ils ont encore commencé à nous tricher là, c'est encore eux. Alors que les taux auxquels sont imposés, les factures et les tranches sont restées les mêmes. C'est parce que nous ne faisons pas un suivi régulier que nous avons l'impression souvent que nos factures nous viennent par surprise. Vraiment? Alors, il faut faire cette estimation et ça vous permet de savoir déjà, bon, j'ai ceci avec moi dans tous mes comptes, j'ai ceci à payer et vous voyez un peu déjà si vous êtes solvable sur les urgences. Hein? C'est toute une attitude. Quand on dit réaction en période de crise, c'est surtout l'attitude. C'est un effet comportemental qui vous permet de vous sentir plus à l'aise dans la crise. C'est pas que peut-être un président va décréter de passer dans toutes les maisons, vous donner 10 000 francs. Non, 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 c'est pas ça. Hein? C'est plutôt une attitude qui va vous permettre de vous sentir plus à l'aise dans vos finances. Alors, après avoir fait ces deux calculs, regardez un peu les dépenses de la nourriture. Parce que l'homme, bon, comme vous voyez moi-même, l'homme consomme. L'homme consomme, vous vous relevez le matin, vous avez envie de manger. Et en plus, on ne va pas au boulot, on a faim tout le temps parce qu'on ne sait pas quoi faire. Si vous regardez un peu ceux qui font les conversations, chat avec les gens, qui sont complètement confinés, en 2 semaines, vous voyez, les gens prennent des jours. Les kilos et tout ça. Il faut faire attention, en période de crise, de ne pas exagérer sur la consommation de la nourriture. Déjà, pour ceux qui sont en famille, les enfants sont à la maison. Ils vont consommer plus que quand ils sont à l'école. Alors, vous devez savoir choisir les aliments. Vous devez changer vos habitudes alimentaires. Si vous dépensez comme si vous n'étiez pas en crise, je parie que le stock va finir plus vite. Il y a des aliments qui coûtent moins cher. Et c'est ça où j'envoie un petit avertissement à ceux qui se sont permis d'aimer que ce qui est importé. On est habitué aujourd'hui, s'il n'y a pas une pizza dans la semaine, on n'arrive pas à se sentir à l'aise. Si on n'a pas sa bouteille de Jack Daniels, on n'est pas sûr qu'on est en train de boire du bon whisky. Donc vous devez revenir à des habitudes alimentaires, non seulement saines, mais économiques. Saine et économique. Saine et économique, c'est ça. Alors, allez vérifier si vous pouvez changer, acheter plutôt les choses qui sont disponibles moins chères. Acheter en gros aussi, on oublie souvent ça. Peut-être on a une voisine qui a une boutique, on est habitué à acheter chez elle.
Et on oublie qu'on peut faire plutôt un déplacement vers la ville et prendre en même temps en gros. Bien sûr, je ne demande pas que la dame perde ses clients, hein, mais il faut qu'elle aussi, elle crée sa nouvelle stratégie aussi par rapport à la crise. Oui, moi, j'ai une question là. On a parlé de nourriture, bref, de tout, sauf de l'habillement, de la mode. Pour ceux qui aiment s'habiller, est-ce qu'en cette période de crise-là, ils doivent se priver de leur habitude vestimentaire? D'accord. Alors, moi, je dirais d'abord, ceux qui aiment s'habiller, souvent, ils ont déjà beaucoup d'habillés. Hein? Mais on n'en a jamais assez. Hein? Voilà. Toutefois, c'est bon d'avoir du goût. C'est bon d'avoir du goût. Je ne vous défends pas de vous habiller. Mais vous pouvez recadrer ça aussi. Vous avez l'habitude d'acheter en boutique. Les boutiques aussi sont peut-être en crise. Vous rentrez, vous voyez le prix affiché. Ne prenez pas ça et allez remettre à la caissière. Demandez voir s'il y a un solde, s'il y a un rabais. Il est possible qu'il y ait des rabais, mais ils ne veulent pas vous le dire. Parce qu'ils veulent de l'argent. Hein, mais ils se sont déjà dit intérieurement que par rapport au manque de clientèle, ils sont prêts à aller, peut-être quelque chose qui coûte 20 000, ils ont déjà mis dans leur tête qu'ils ont un seuil de 16 000 sous lequel ils ne vont pas vendre. Oui. Vous rentrez, vous voyez ça à 20 000. Vous ne savez pas qu'il y a un seuil. Alors, demandez, dites, écoutez, s'il vous plaît, ça me plaît vraiment, je veux le prendre, mais je n'ai que 10 000. Osez. Négocier. Hein, négocier dans les grandes surfaces. N'ayez pas peur. Et les petites surfaces offrent aussi des soldes. En période de crise, c'est général. Hein. Les gens font semblant d'aller bien. Les gens ne vont pas vraiment bien. Alors, les boutiques, jouez avec eux, cherchez les soldes, voyez avec vos tailleurs si c'est possible de repousser les échéances de paiement. Ils vous produisent ça et vous repoussez les échéances. Comme on disait tout à l'heure, l'idée c'est de pouvoir passer à travers la crise sans y rester. Parce que quand tout va revenir, vous pourrez quand même trouver l'argent pour combler certaines choses. Donc, en gros, si on doit vraiment résumer, hein, c'est apprendre à s'adapter à la période dans laquelle on est. Apprendre à s'adapter à la période dans laquelle on est, faire des sacrifices sur nos habitudes de consommation. Des sacrifices sur nos habitudes de consommation, tout en ayant exactement des prévisions sur les dépenses qu'on ne peut pas enlever. C'est-à-dire, quand vous avez aujourd'hui 50 000 dans votre poche, vous devez savoir qu'il y a une facture de 15 000 qui va arriver avant de faire une autre dépense. Hein? Il y a certains qui disent, quand j'ai l'argent, il y a même une chanson qui est sortie là, quand je suis chez moi, j'ai envie d'économiser, mais quand je sors là, bon, j'ai envie de tout dépenser. Non, quand vous sortez, hein, je soutiens l'artiste, mais quand vous sortez, n'ayez pas envie de dépenser. Hein? Ce sont des mauvaises habitudes, parce que nous ne pouvons pas continuer comme ça. Si nous voulons vieillir à l'aise, nous voulons grandir à l'aise, vous aurez des enfants qui aussi vont voir tout et vont vouloir acheter tout. Qu'est-ce que vous allez les dire? Bon, je n'aime pas quand mon enfant pleure, je vais l'acheter tout. Hein? Et il va grandir, il sera même pire que vous. Bon, ma maman m'achetait tout, alors moi je réclame tout. Là, lui, il ne va plus chercher à acheter, il va réclamer. Ça sera pas réclamer ça, donne-moi ça. Hein? C'est un peu, c'est des habitudes. C'est pas mauvais, mais quand vous allez commencer même à budgétiser, en fait c'est ça. Le problème c'est qu'on ne budgétise pas. Quand on sort, par exemple, nous les hommes, on sort, on dit, aujourd'hui c'est moi qui offre la tournée. En Afrique, vous voyez, quand un gars dit ça, celui même qui est venu à qui on offre la tournée peut boire plus que celui qui a... C'est la période puisque c'est gratuit. Ça fait que celui même qui a dit ça, il n'a même pas l'estimation de combien il est en train de dépenser. C'est après que vous avez bu qu'il sait exactement combien il dépense. Et si vous prenez un blanc, et je vous dis, ça c'est complètement différent. Mais en même temps, ça ne veut pas dire que c'est mauvais, hein. C'est juste une façon de faire qui quand même a son aspect économique. Un anniversaire, le monsieur dit, écoutez, moi je veux manger chinois pour mon anniversaire, si vous êtes intéressé, on y va. J'ai dit au restaurant que je mets un plafond de 10 000 francs pour chacun. Quand vous dépassez le plafond, c'est vous qui payez.
Combien d'amis africains iront à l'anniversaire? En tout cas, Dieu merci, c'est tout doucement en train de rentrer dans les habitudes, tout doucement, où voilà, vous pouvez même sortir et chacun paye sa tournée, ou voilà, j'offre à hauteur de tel pourcentage pour la tournée. Monsieur David, dites-nous, est-ce qu'il y a moyen dans cette période quand même, parce que là, on est en train de s'adapter à la période qui nous impose des choix, etc., qui ne sont pas peut-être les habitudes quotidiennes, est-ce qu'il y a quand même une façon requise de se faire plaisir, quoique étant en crise? Bien sûr, si on considère que se faire plaisir ne veut pas toujours dire dépenser. Oui. Hein, on peut se faire plaisir dans des petites choses. Ok. Vous avez des amis que vous n'avez plus vus, vous pouvez les rappeler. Oui. J'ai remarqué aussi que c'est une bonne occasion pour certains, ils ont commencé à faire du fitness à la maison pour prendre un peu d'air. Oui. Il y a plein de choses que vous pouvez faire pour vous faire plaisir, je pense. Et ce n'est pas limité à un conseiller en éducation financière. Hein. Ce que nous cherchons aujourd'hui, le but de mon intervention et de mon partage avec vous, c'est de rappeler aux gens qu'il y a quand même si vous n'avez pas une nouvelle entrée d'argent, il y a quand même des moyens pour minimiser le poids de la crise, des comportements personnels que vous pouvez adopter. Et vous m'avez rappelé quelque chose que je vais dire très rapidement. Vos banques, hein, je m'adresse aux banques si elles nous suivent, aux responsables, aux gestionnaires de comptes si elles nous suivent. Dans tous les pays, en période de crise, il a été demandé que les banques assouplissent leur taux d'intérêt, assouplissent leur taux de recouvrement. Aucune banque ne peut aujourd'hui forcer une personne à rembourser son prêt s'il est clair que le revenu de la personne n'est plus. Ok. Hein? C'est vrai qu'en tant que citoyen lambda, on ne maîtrise pas ça. Mais je m'adresse aux banques, sachez qu'il y a des gens parmi les citoyens qui commencent à éduquer les citoyens pour mieux collaborer avec vous. Alors, s'il vous plaît, si vous avez des lignes sur lesquelles vous pouvez permettre aux gens d'avoir de l'argent, de ne pas payer tout leur crédit pendant la période, informez-les, ne nous cachez pas ça, parce qu'on en a besoin. Hein? Vous êtes des collaborateurs et non des usuriers. Alors, il faut que les banques se comportent comme des collaborateurs pour chaque famille, chaque entrepreneur, chaque salarié. Merci. Merci à vous de rester câblés sur Maison Verte. C'est toujours Punch Matinal, hein, l'émission qui se réveille avec vous et qui vous permet d'avoir une vie un peu plus saine. Nous sommes toujours là et thématique agriculture. Ce matin en plateau avec nous, on a un autre invité pour échanger et pour vous donner encore beaucoup d'informations. Et lui, c'est Monsieur Razak Adjeyi. Il est promoteur des produits intrants Kini. Il est là. Bonjour monsieur, bienvenue. Merci, bonjour. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. En tout cas, merci de répondre à notre invitation. Maison Verte, c'est chez vous. Vous nous aidez à avoir un environnement bien meilleur et nous aider surtout en ces informations qui concernent l'agriculture. Merci beaucoup. Et Flora est toujours là. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux insecticides ou aux pesticides. On va en parler aujourd'hui. Déjà, dites-nous, est-ce qu'il y a une différence à faire entre les deux, insecticides et pesticides? D'accord, merci. Bonjour, monsieur Razak. Alors, pour revenir à votre question, déjà, merci pour l'invitation. Et ça fait toujours plaisir d'être là. Un insecticide, c'est avant tout un pesticide. Et un insecticide, c'est un produit phytopharmaceutique qui permet de lutter contre les ravageurs des cultures. Ok. Les ravageurs qui attaquent les cultures, les fruits des cultures, les fruits, les tiges des cultures. Voilà, et quand vous parlez de ravageurs, c'est des insectes, c'est des herbes ou bien...
Alors, les ravageurs peuvent être de deux sortes. Ok. Les ravageurs peuvent attaquer les racines de la plante et peuvent attaquer les tiges ou les feuilles. Ok. Les feuilles. Et ces ravageurs-là qui attaquent les tiges, les feuilles et les fruits, on utilise les insecticides pour les traiter. Par contre, ceux qui sont au sol, on utilise des fongicides et des nématicides pour les traiter. Ok, donc aujourd'hui on va se focaliser spécialement sur les pesticides. Quand est-ce qu'il faut les utiliser? Qui est-ce qui peuvent les utiliser? Ok, alors pour la parenthèse, désormais, Oui. on conseille beaucoup à des personnes, à des producteurs agricoles d'utiliser des biopesticides ou des pesticides chimiques. Ok. On les conseille d'utiliser des biopesticides. Et comme je venais de le dire, et en réponse à votre question, ce sont pratiquement généralement les agriculteurs qui utilisent les insecticides et les pesticides. Mais on se rend compte désormais qu'il y a des maisons qui utilisent aussi les pesticides et surtout les biopesticides. Voilà. Et les biopesticides, par contre, il n'y a pas de problème, on peut les utiliser, ce n'est pas interdit. Effectivement, il n'y a rien qui est interdit. Ou conseillé. Voilà, conseillé. Okay. Voilà. On conseille plutôt les biopesticides parce que c'est sans effet secondaire, c'est assez naturel. Ok. Mais moi je pense que ce soit bio ou chimique, ça aurait été ma grand-mère à ma place, elle dirait tout ça là, ça vient par insecticide, donc c'est pas bien quoi. Elle fait toujours attention lorsqu'elles en vont au marché, surtout si ce sont des légumes. Faites attention, ne prenez pas les légumes sur lesquels il n'y a pas de trou, parce que selon elle, si les chenilles, les insectes ne mangent pas, c'est pas du bon quoi, ça a été désinfecté. Modifié. Voilà, c'est pas du bio. Alors, à ce niveau, peut-être votre grand-mère a peut-être raison, mais actuellement, on se rend compte même que les insectes arrivent à résister à certains insectes chimiques. Donc, les producteurs peuvent utiliser des insecticides chimiques pour traiter des légumes. Mais il y a des insectes qui vont venir manger parce qu'ils ont adapté une résistance face à ces insecticides-là. Donc, ce n'est pas toujours les légumes bio qui sont trouvés ou qui sont ravagés. Alors, du coup, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut conseiller à ces agriculteurs-là? Quel insecticide pour les agriculteurs? Alors, déjà, il va falloir faire amener à l'agriculteur à une raison pour qu'il se rende compte que les insecticides chimiques qu'il utilise sont néfastes. Déjà, c'est ce qu'il faut faire en fait. Donc si on commence par les amener à savoir que les insecticides chimiques qu'ils utilisent sont néfastes, ils pourront très facilement faire une transition de quitter les insecticides chimiques pour aller vers les bio-insecticides. Okay. Donc si on se lève du jour au lendemain pour les dire, n'utilisez plus les insecticides chimiques, ça va être assez compliqué. Donc on essaie de les expliquer pour qu'ils fassent une transition, pas laisser carrément, mais une transition. Peut-être ils utilisent 25%, 75%, et après 50-50, après 75 de biopesticides et 25 de insecticides chimiques. Au fil du temps, au bout de 4-5 ans, vous allez voir que tout le monde va utiliser le bio. Alors, mais pourquoi cette préférence ou bien, pourquoi ce penchant vers les insecticides chimiques? Est-ce qu'ils ont est-ce qu'ils rendent les fruits ou les récoltes meilleures, beaucoup plus attrayantes, ou c'est juste par habitude? Alors, la première, c'est par habitude. Ok. Et on s'est rendu compte que les produits chimiques arrangent énormément les producteurs agricoles actuels. Parce que si vous avez un problème en termes de ravageurs, et que vous utilisez un insecticide chimique, l'effet est assez immédiat. Ok. Oui, c'est assez immédiat. Vous utilisez à l'instant même, en 5 minutes, vous n'allez même plus voir des insectes ravager votre champ. Ils vont tous mourir. Et il y a plusieurs personnes qui préservent, qui se battent pour la biodiversité, qui ont été contre ces pratiques-là. C'est là même ça a commencé.
Parce que si on utilise des insecticides chimiques, ça tue les insectes. Oui. Ils font aussi partie de la biodiversité. Et c'est quand ces personnes-là ont commencé à commander cela que d'autres personnes sont rentrées en jeu pour voir ces producteurs qui utilisent les insecticides chimiques, ils ont quoi comme effet sur leur corps et il y a quoi comme effet quand on mange les produits, soit on utilise les insecticides chimiques pour tout. Donc c'est là que toutes ces personnes, ces défenseurs-là, sont arrivés à faire des propositions pour que ces producteurs puissent arriver à utiliser d'autres alternatives que des insecticides ou des pesticides chimiques. Donc voilà un peu. C'est plutôt bien et noble comme combat quand on sait que l'homme est le maillon final de la chaîne alimentaire. Si on l'utilise aujourd'hui pour faire fleurir peut-être ses activités, quoi qu'on dise, ces répercussions viendront à nous. Ce qui est à bannir avec la dernière rigueur. Parlons d'insecticides ou de pesticides bio. On a les produits Kini dont vous êtes le promoteur. C'est quoi la particularité de vos produits? Alors, Kini déjà c'est une marque d'intrants agricoles qui est mise sur le marché depuis quelques années par ma jeune structure. Et Kini, parce que le produit est issu d'une plante, la plante de Nîmes, qui généralement dans plusieurs dialectes du Togo, ça s'appelle Kini, donc on a utilisé pour le nom. Kini. Kini, voilà. Donc l'insecticide Kinien, la particularité c'est que la molécule qu'on utilise, qu'on a utilisée pour faire cet insecticide-là est issue d'une plante naturelle. Comme je le disais, le Nîmes. Donc voilà, on a utilisé cette plante naturelle-là pour faire cet insecticide. Ce qui rentre en fait dans le combat mené par des personnes, plusieurs personnes, dans le cadre de la protection de la biodiversité. Voilà. Ok. Du coup, quels sont les avantages qu'on a à utiliser Kini? Alors, Kini, c'est l'insecticide Kini. Parce qu'on peut avoir de l'engrais Kini, des fumigants Kini, des herbicides Kini. Donc il faudrait qu'on spécifie l'insecticide Kini. Donc les avantages, c'est que quand vous utilisez l'insecticide Kini, déjà, vous pouvez ne pas vous protéger avant son utilisation. Mais par contre, si c'est un insecticide chimique, même avant l'utilisation, il faut une protection. Parce que ça a des répercussions. Avec l'insecticide chimique issu d'une plante naturelle, vous n'avez pas besoin de vous protéger pour pouvoir l'utiliser. Je vais aller plus loin en sautant quelques étapes. Quand des producteurs paient l'insecticide et l'insecticide chimique, à la fin de l'utilisation, ils n'ont pas, c'est pas conseillé d'utiliser les boîtes dans lesquelles ils ont utilisé l'insecticide. Par contre, avec l'insecticide Kini, la boîte peut être recyclée, peut être utilisée par la population pour faire à d'autres fins. Donc voilà un peu. On peut revenir en arrière. Quand vous utilisez, les producteurs utilisent l'insecticide Kini, c'est sans effet secondaire sur la santé. Rassuré. Oui, rassuré. Sur la santé. Sans effet secondaire sur le sol ou la terre. Sans effet secondaire pour l'environnement, l'air. Et je dirais même sans vraiment effet secondaire sur les insectes. Parce que ça ne les tue pas généralement. Ça les affaiblit. Alors, l'insecticide chimique n'a pas du tout d'inconvénient. Cette formule d'insecticide chimique, l'insecticide biologique que j'ai mise en place existait, mais de manière assez traditionnelle depuis plus de 100 ans, 1000 ans. Parce que la plante existait depuis des siècles. Depuis la création du monde. Voilà. Donc, moi, je suis juste arrivé à mettre en place cette formule-là pour conditionner et faire une promotion de cette agriculture biologique pour que les producteurs utilisent cette autre alternative pour traiter les plantes. Mais d'autres diront peut-être que ça prend du temps avant de prendre l'effet et tout. Ça ne prend pas vraiment du temps. L'effet, c'est sur 24 à 72 heures. 24 à 72 heures. Et comment ça marche en fait? Quand vous utilisez l'insecticide, vous pouvez l'utiliser quand vous n'avez pas encore de ravageurs.
En guise de prévention. En prévention. Oui. Et quand vous avez déjà des insectes qui ravagent vos cultures et vous utilisez, vous allez constater que vous allez venir voir des insectes qui sont là, mais qui n'ont plus de force. Parce que la molécule qui est dans cet insecticide-là inhibe le caractère, l'appétit, inhibe l'appétit de ces insectes. Okay. Ça tue l'appétit de ces insectes. Donc ils n'ont plus l'appétit à manger les feuilles qui sont là. Et c'est la faim qui les tue, pas l'insecticide qui les tue en fait. Ok. Du coup, quelle quantité pour quelle surface? Comment on l'utilise? Oui. Alors déjà, c'est un insecticide qui est concentré. Oui. Donc il y a vraiment un dosage pour l'utilisation, comme vous venez de le dire. Et on conseille 5 litres pour 1 hectare. 5 litres de notre insecticide pour 1 hectare. 5 litres pour 1 hectare. 1 hectare. Donc vous prenez 1 litre, vous les diluez dans 29 litres d'eau. Oui. Donc voilà un peu 1 litre pour 29 litres d'eau. 5 litres pour 1 hectare. Donc 1 hectare, ça fait 10 000 mètres carrés. Ouais. Donc 5 litres pour 10 000 mètres carrés. Ok. Et comme vous avez dit, on peut prévenir l'arrivée des ravageurs et ou carrément l'utiliser quand ils sont déjà là. Dites-nous, où est-ce qu'on pourrait s'en procurer si on est intéressé? Alors l'insecticide Kini actuellement existe sur toute l'étendue du territoire national du Togo. Si on est au Togo. De Lomé à Séquencé. Et nous avons entamé au début de cette année, même malgré la pandémie, Oui. à faire amener l'insecticide Kini au Burkina. Oui. L'insecticide Kini est utilisé au Burkina, existe au Burkina actuellement. Oui. Et bientôt au Bénin. Ça existe déjà au Rwanda et au Congo. Ok. Donc les téléspectateurs qui nous suivent depuis ces pays ou qui sont dans des pays frontaliers à ceux qu'on a cités ont la possibilité de se procurer de ces intrants, de ce pesticide Kini tout simplement, et peut-être des contacts à laisser pour ceux-là qui aimeraient. Mais avant, est-ce qu'il y a des certifications, il y a des pour votre produit? Alors actuellement ma structure Taraero travaille sur un processus, un système participatif de garantie. Ok. C'est quand, en fait, les utilisateurs de l'insecticide Kini et les personnes qui fournissent la matière première, c'est sur toutes ces chaînes-là qui vont certifier l'insecticide avec des cahiers de charges bien définis à chaque niveau. Donc pour nous, on voit mal le fait d'appeler une institution étrangère pour venir certifier, au lieu de développer en interne de la chaîne un système participatif de garantie où tous les acteurs arrivent à certifier ce produit. Donc c'est le système SPG. C'est ce système-là dont on travaille pour la certification du produit. Voilà, qui est plutôt bien et qui profite à tous. Les produits Kini aujourd'hui ont été sur les pesticides. Il s'agissait de laisser un contact pour les téléspectateurs intéressés. Alors, ici, pour donner un contact, je donnerai une page Facebook. Oui, ou, voilà, qui est aussi accessible. Le mail. Pour le mail, c'est kini.tg, kinitogo du moins, kinitogo.tg, @gmail.com. Ok. kinitogo.tg @gmail.com. Et sur notre page Facebook, Kini Togo simplement, ou Kini Congo, Kini Bénin, ou Kini Rwanda. Donc on a essayé de faire tout ceci, donc Kini est là. Voilà, qui est là pour nous, pour les agriculteurs, pour histoire de rendre l'activité beaucoup plus facile, en tout cas loin de ces ravageurs qui, on précise, ne les tuent pas, ne font que les affaiblir. C'est important pour le système également. On se retrouve très vite et prenez bien soin de vous. Au revoir.